j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler graphique et surtout de 5 graphiques dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps, voire dont je ne vous ai jamais parlé parce que je les ai lus avant d'avoir cette chaîne YouTube, d'avoir mon compte Instagram, et donc peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, c'est possible, ou alors peut-être qu'un bref rappel sur l'existence de ces romans graphiques et BD vous plairont. Donc on commence tout de suite, je vais vous présenter 5 BD que j'ai lus il y a un petit moment et que j'adore et que je conseille tout le temps quand j'ai des amis qui me disent bah, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, qu'est-ce que tu pourrais lire. Souvent je les prête assez régulièrement, donc on commence tout de suite. Heureusement que ma mère regarde pas mes vidéos YouTube parce que je pense qu'elle me dirait t'exagères, t'aurais pu repasser ta chemise. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. La première BD dont je vais vous parler, c'est Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel, publié chez Dargaud. Et comme son nom l'indique, cette BD, c'est un véritable bonbon que je conseille quand on passe une période un peu nulle, qu'on a un petit coup de blues et que franchement on n'a pas le moral. Eh bien, il faut se tourner vers celle-ci. Et pour la petite histoire, moi-même, c'est mon histoire avec cette BD et bien plus encore, puisque il y a quelques années, j'ai eu une rupture très difficile. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et je n'ai aucune idée de comment j'ai connu, trouvé ce titre, mais je me suis dit que ça avait l'air chouette, que ça avait l'air doux, que ça avait l'air un peu... voilà, un peu réconfortant, et j'ai passé la porte d'une librairie spécialisée qui est devenue mon QG et je me suis adressée à une libraire aux cheveux de jet, et si vous avez lu mon roman vous voyez de quoi je parle, et donc j'ai demandé cette BD et je me souviens que la libraire avait été un peu étonnée parce que c'était pas du tout une sortie d'actualité, parce que le truc était totalement random, qu'elle était allée même pas sûre de l'avoir et qu'elle l'avait trouvé, je me souviens c'était tout en bas comme ça d'une des étagères, et ça a marqué le début de mon amitié avec Estelle, et comme quoi c'est assez beau parce que ça m'a apporté du baume au cœur après cette rupture. La librairie est devenue un véritable QG à partir de ce moment-là. J'ai remis les pieds dans la BD que j'avais quittée depuis un petit moment parce que j'en lisais beaucoup ado et j'en ai eu beaucoup moins voilà, au lycée et puis ensuite à la fac. J'y suis allée tout le temps, j'ai fait des super découvertes, surtout grâce à Estelle qui, sans le savoir, en fait me conseillait des trucs mais qui ont été incroyables, qui m'apportaient des réponses aux questions que je m'étais jamais posées, et Estelle c'est devenue une véritable amie. Sa compagne Lina est devenue une véritable amie, et comme quoi c'est incroyable comment tout est parti d'une petite BD comme ça. J'ai cassé mon pelle en BD depuis. J'ai dû racheter une bibliothèque juste pour mes romans graphiques et mes BD, et j'ai gagné 2 amis hyper chers à mon cœur, et du coup voilà pour la petite histoire. Donc revenons aux Jours Sucrés, c'est une BD que je conseille quand on va pas très bien. D'ailleurs ma soeur, quand elle a eu une rupture pareil assez difficile il y a quelques temps, je lui ai passé, elle lit pas du tout, que ce soit de la BD ou des bouquins, et elle l'a adoré, ça lui a fait beaucoup de bien. Et dans cette petite histoire on suit Églantine, ouais voilà, Églantine qui a 28 ans et qui retourne en fait dans son village d'enfance en Bretagne à la suite du décès de son père, et là elle va remettre les pieds dans la boulangerie-pâtisserie de la famille. Elle va revoir son petit amoureux de jeunesse qu'elle avait quitté pour partir, je crois, à la capitale, enfin le truc un peu classique, et là on va avoir mais le petit village comme on en rêve, avec ses petits vieux super charismatiques, et Églantine elle a un super caractère de merde, mais vraiment elle a un caractère de merde, et moi j'adore, j'adore. Elle est sarcastique, elle est hyper pessimiste, elle est super des fois désagréable sans le vouloir, et elle va passer par certaines étapes du deuil, mais surtout une reconstruction un petit peu globale. Elle va se poser des questions sur elle, sur les hommes, sur son destin, sur son métier, sur ce qu'elle a envie de faire ou pas dans la vie, et c'est mignon, c'est doux, c'est sucré comme son nom l'indique, c'est vraiment hyper agréable, et j'avais adoré cette lecture. Les dessins bah, ils sont un peu comme le nom, voilà, c'est assez doux. C'est pas de la BD à bulles, donc c'est en ça que je pense que c'est du roman graphique, mais encore une fois je veux pas faire l'erreur de dire une bêtise, ça se trouve c'est pas du tout comme ça qu'on appelle, mais on va suivre tout son petit cheminement, et franchement c'est trop chouette parce que bah déjà ça sent un petit peu la pâtisserie et la cuisine. On a des mamies qui sont totalement farfelues, mais vraiment farfelues, et ça moi j'adore, enfin les petites mamies farfelues c'est quand même ma passion. Et c'est hyper agréable, moi je trouve que ça met du baume au cœur, et c'est vraiment hyper chouette. Effectivement, il y a 2-3 trucs qui sont courus d'avance, mais juste des fois, ça fait du bien de se laisser aller, de lire un truc tout doudou, tout douillet, qui apporte du baume au cœur, qui sent bon, qui donne envie d'aller se faire un thé chaud, manger des gâteaux, et puis être un petit peu plus optimiste. Moi, je trouve que je vote pour. C'est sans doute une de mes BD favorites, et je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà sur la chaîne, mais
c'est le sculpteur, et si je fais ce geste hyper dramatique et théâtral, c'est parce que c'est quand même un beau bébé, quoi, une belle BD bien épaisse. Du coup, c'est le sculpteur de Scott McCloud, et franchement, c'est du pur génie. Par contre, pour le coup, si cette petite BD, ça vous met dans un nuage hyper réconfortant, moi, clairement, c'est un ouvrage qui m'a fait bader pendant plusieurs jours, mais j'étais contente. J'ai pris cette mélancolie, cette espèce de noirceur un peu moite et puis un peu latente comme ça pendant quelques jours, parce que j'ai adoré cet ouvrage qui reprend un petit peu le mythe de Faust. On suit, comment il s'appelle déjà? Ah oui, David Smith, qui en fait est sculpteur, et on lui propose un marché. Il peut sculpter avec ses mains pendant 200 jours, mais au bout de 200 jours, eh bien, il va mourir. Et forcément, bah, tout se passe pas trop comme il veut. Lui qui pensait ne se consacrer qu'à son art et ne pensait que pour lui, bah, il va très vite un petit peu regretter son pacte, et c'est fascinant. Moi j'ai trouvé qu'il était fascinant. En plus de ça, c'est trop beau, c'est tout en bleu. Graphiquement, c'est merveilleux parce qu'on est dans une espèce de représentation de la conscience et de la création artistique, et ça j'adore. Je trouve que c'est vraiment du pur génie d'arriver avec un crayon et des nuances de bleu, de matérialiser le cheminement intellectuel qui amène à la création et à la sculpture. C'était extrêmement fascinant. J'ai beaucoup aimé David Smith parce que je pense que si vous me suivez régulièrement, vous le savez, j'adore les artistes un peu tourmentés. J'aime beaucoup les gens qui convertissent la douleur en création. Je trouve ça, je suis assez fascinée par ça. Et celle-ci, elle a un petit peu tout, quoi. De la tragédie, du drame, de l'art, de la création, des fonds un petit peu de comportements un peu dépressifs qu'on essaye de combattre ou pas, d'accepter. J'adore. Voilà, je sais pas trop comment vous en parler, mais en fait c'est assez merveilleux. C'est hyper fort. Vraiment, c'est hyper fort. Le trait de crayon est très beau, et ouais, voilà, moi j'adore le mythe de Faust, donc bon, voilà. Et il y a une histoire d'amour dedans, une histoire d'amour qui est pas forcément comme on l'attend, mais tout est juste, tout est beau, tout est fort, tout est puissant dans l'émotion, dans le trait de crayon, dans le côté hyper créatif, artistique, enfin... J'ai même pas les mots, mais comme souvent, hein, quand vraiment j'ai des énormes coups de cœur pour des bouquins ou des BD, je sais pas trop comment vous en parler, bah là ça en fait partie, mais pour moi c'est un classique. C'est un truc à lire, faut foncer, faut le lire parce que c'est du génie à l'état pur. Alors, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle... c'est trop bizarre cette intro là que je viens de faire, je vais la refaire parce que c'était super nul. Ensuite, je vais vous parler de Emma J. Wilford par Zidrou et Edith aux éditions Noctambule. C'est une BD, je me souviens... c'était dans la même période que ma rupture difficile, hein, si vous voulez tout savoir, et je me suis beaucoup isolée, j'avais du mal à voir des gens, et ça n'a pas forcément aidé. Déjà moi qui ai horreur de la soirée du 31 décembre, là clairement j'avais dit je ne veux voir personne, et donc j'étais allée le matin chercher des petites BD pour passer mon 31 décembre toute seule à la maison. C'était super, vraiment. Ça c'est ma définition franchement du 31 décembre, quoi. C'était toute seule avec une BD, un livre, une boisson chaude, un petit truc à grignoter à la limite, mais vraiment c'était vraiment fabuleux, peut-être même mon meilleur 31 décembre, hein, dont j'ai souvenir. Et je me souviens qu'en plus je crois que je m'étais fait genre peut-être 3 tomes des carnets de cerises. C'était vraiment génialissime. Bon bref, parenthèse refermée. Et donc Emma J. Wilford, c'est quoi? Eh bien c'est l'histoire de cette jeune femme qui est, je crois qu'on est dans les années 20, ou en tout cas on est dans l'après-guerre, et donc son fiancé, son amour de toujours en fait a disparu, et elle ne peut pas se résoudre à croire que il est décédé. Elle a reçu une lettre, et en fait elle est persuadée que cette lettre ça va lui annoncer le décès de son bien-aimé, mais elle ne veut pas l'ouvrir, elle ne veut pas s'y résoudre, et donc elle va aller sur les traces de son fiancé disparu, épaulée par un homme qui connaît très bien en fait le chemin, puisque je crois qu'elle va passer dans les montagnes et ce genre de choses. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut raconter.
C'est hyper beau. Et alors là où j'avais été subjuguée, c'est que, comment ça s'ouvre déjà ce truc? En fait il y a plein de petits éléments annexes dans cette BD. Je pense que je vais tous les faire tomber, ça va être une catastrophe. Alors déjà au niveau des dessins c'est hyper beau, voilà, moi j'ai été subjuguée par les couleurs, vraiment, des belles couleurs qu'on voit pas souvent en BD. Il y a un côté extrêmement art déco et en fait vous avez voilà des petits éléments comme ça. Vous avez des lettres, des cartes comme ça qui sont au milieu et je trouve ça mais fantastique, vraiment fantastique. Voilà, vous avez la lettre et c'est trop beau. Comment je vais faire? Regardez. C'est super beau. En plus de ça, il y a un côté profondément féministe dans Emma. Je trouve qu'elle est hyper... Enfin, c'est une héroïne qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de comprendre, qui est un petit peu grinçante, voilà, qui est un petit peu impertinente. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé cette BD qui est très belle. C'est court, c'est intense, mais c'est extrêmement juste. Il y a tout ce qu'il faut et c'est super beau. Donc vraiment, je l'avais beaucoup aimé. Je m'attendais pas trop au dénouement. Vraiment, j'avais été assez surprise. Donc voilà, je peux que vous la conseiller parce que déjà, visuellement, c'est hyper beau. Moi, les années 20, j'adore. Enfin, je trouve que c'est trop beau. Tout était hyper art déco et tout. Enfin, déjà, on le voit sur le... Ça fait 10 fois que je loue. Ça fait 10 fois que j'y arrive pas, mais je persiste à le faire. Oh, qu'est-ce que je suis têtue. Rien que ça, je pense que ça vous donne un petit peu la note de l'ambiance. Et ouais, c'était hyper chouette. Et vraiment, je trouve qu'il y a un travail qui est fait là-dessus, mais qui est dingue, quoi. Tous ces petits éléments que vous avez disséminés au fil de la lecture, c'est hyper agréable. Ça donne l'impression d'être, vous savez, quand on était enfant. Enfin, moi, je me souviens de tous ces albums que mes parents m'achetaient. Et vous aviez des trucs où vous pouviez ouvrir comme ça les enveloppes et puis sortir quelque chose. Des trucs que vous tiriez comme ça et qui, du coup, se remettaient en relief. Enfin, moi, ça m'a donné un petit peu ce sentiment-là. Donc, j'étais trop contente qu'on fasse ça pour les adultes. Je me suis dit enfin on arrête de toute cette fantaisie juste parce qu'on est adulte. Donc voilà, je vous encourage si vous écrivez de la BD à mettre des petits machins au milieu, quoi, n'hésitez pas. Dans le genre du sculpteur, un petit peu, je trouve que c'est un peu le même dans l'émotion, dans la mélancolie, dans le côté assez pessimiste, mais en même temps essayer de chercher du beau dans l'obscurité, dans les périodes où ça va pas trop. Je pense que c'était un peu la thématique de ce moment où je suis sortie de ma rupture. J'avais lu Manhattan Murmure de Giacomo Bevilacqua aux éditions Vent d'Ouest et c'était hyper beau, surtout si vous aimez New York, parce que là pour le coup, mais graphiquement c'était vraiment magnifique. Moi New York c'est ma ville de cœur, je suis hyper triste parce que je devais y aller en fait en été 2020. J'y vais à peu près tous les 2 ans et c'est une ville où ma famille et moi avons vraiment beaucoup d'attaches. On y va à peu près voilà tous les 2 ans et New York me manque et du coup quand je l'ai sortie là pour vous en parler, je me suis dit tiens je vais peut-être me la relire, ça va enfoncer un peu enfoncer le clou là du manque de New York, mais du coup c'est une très belle BD qui raconte l'histoire de, je crois que c'est Sam, mais oui c'est Sam, qui en fait est un photographe un peu reporter, qui a été assez connu pour avoir fait en fait un reportage où il comptait tout, vous savez c'était genre les pas, le nom, enfin les poignets, ce truc là, je sais pas exactement comment ça s'appelle, peut-être que Manon m'expliquera cette espèce de toc de tout compter. Il a fait un reportage là-dessus et il retourne dans cette ville de New York, donc à Manhattan, avec un trauma en poche. On comprend pas trop parce que du coup c'est assez saccadé, etc. Ça va se construire bien évidemment petit à petit. Et il revient avec un défi, il va prendre des photos de la ville, mais avec pour défi de ne parler à personne. Et comment dans cette ville aussi bruyante que Manhattan, que New York, dans cette ville qui ne dort jamais, on peut ne pas parler. Et alors, autant vous dire, moi ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué en fait aux États-Unis, c'est la facilité que les gens ont d'échanger. Moi je le vois en France, je trouve qu'on marche, voilà, on parle pas trop aux gens et tout ça, et à New York, et alors bon, voilà, moi c'est la seule partie que j'ai vue, bah c'est totalement différent. On va vous arrêter dans la rue pour vous dire oh you look nice, et on va vous dire que vous avez l'air super sympa, on va vous arrêter dans le métro pour vous dire oh j'adore tes chaussures, j'adore ci, ou je sais que nous du coup bah on voyage avec ma soeur et mes parents, on nous dit toujours oh vous êtes beaux comme ça, une belle famille tous ensemble, et en fait les
les gens, ils communiquent vraiment en fait. Ils n'ont pas peur, c'est pas parce qu'ils vous connaissent pas qu'ils n'ont pas envie de vous parler. Et il y a une facilité d'échanger, mais vraiment, je pense que j'ai jamais autant parlé à des inconnus qu'à New York. Et c'est assez impressionnant et j'ai vraiment en mémoire des moments super forts comme ça. Et du coup, bah, je comprends d'autant plus cette espèce de difficulté à ne pas communiquer en étant à New York. Et donc cette BD est très belle puisque en faisant ses photos, il va se rendre compte, alors c'est quelqu'un qui je pense a une partie un peu autiste, je suis pas certaine de faire le diagnostic, mais en tout cas je trouve qu'il a des signes un petit peu d'autisme et il se rappelle de toutes les photos qu'il prend, mais exactement, au détail près. Et il se rend compte en fait dans son reportage, quand il va faire développer ses photos, que il y a toujours une femme, la même, sur ses photos. Et il ne s'en souvient pas. Et il ne parvient pas à se souvenir de cette femme sur les photos au moment où il a pris la photo. Et alors là on a, je trouve, une fusion entre réel, entre rêve, entre pensée, entre magie surnaturelle qui est fabuleuse. Dans une ville faite de béton où bah, je trouve que tout dissonne et en même temps c'est une mélodie globale qui est très belle, que ce soit dans le trait de crayon, que ce soit dans la mélancolie, dans le sentiment, dans la création artistique aussi, hein, je pense qu'il y a ça aussi dedans. J'ai un sentiment vraiment de mélancolie belle, lumineuse et très silencieuse. Voilà, je pense que c'est un peu murmure, hein. Mais vraiment il y a quelque chose de beau, et puis ce refus de communiquer, ce fait d'essayer d'être hyper introverti dans cette ville super bruyante et puis hyper peuplée, ça fait un très beau contraste et vraiment c'est une super chouette histoire, et rien que de vous en parler là j'ai envie de le relire et voilà, je peux que vous la conseiller. Je l'ai pas vu beaucoup tourner et pourtant c'est vraiment un très bel ouvrage. On termine cette petite sélection avec L'homme sans talent de Yoshiharu Tsugi aux éditions Atrabile. C'est un manga qui est assez épais comme vous pouvez le voir. Je crois que c'est un truc hyper indépendant. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors je sais plus, j'ai un doute, je me demande si je l'avais pas mis dans mes graphiques que j'avais préférés en 2020, je suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est une super chouette histoire sur un homme en fait qui, comment vous dire, qui va essayer de s'illustrer un petit peu dans tout. C'est quelqu'un qui a vécu mais tellement d'illusions perdues, qui a abandonné tellement de projets, qui n'arrive à mener à bien aucun projet en fait. Et c'était cet homme en fait qui est très optimiste finalement, et on voit tout son entourage, donc sa famille, sa femme et son fils qui vivent dans une énorme précarité parce que bah, l'homme ne remplit pas son job de gagner de l'argent pour le foyer. Donc la femme elle est épuisée parce qu'elle est avec cet homme qu'elle ne comprend pas, elle le prend un peu pour un loser, pour un raté, parce que tous les jours il débarque avec une idée fabuleuse qui est totalement grotesque et absurde, qui échoue, toujours, qui échoue. Et donc, c'est presque absurde en fait. C'est presque absurde parce que là, clairement, je crois qu'on est au Japon, il me semble, et il y avait tout un marché en fait sur des pierres magnifiques. Alors des pierres qui venaient de telle ou telle région, etc. Et lui, il va se dire, ouais, vas-y, c'est un super filon, je vais faire ça. Mais en fait, il va il va récupérer des pierres pourries. Genre, il est dans une rivière où il y a plein de pierres et plein de galets et tout. Donc tous les gens viennent au même endroit, mais lui, il va vendre ses pierres. Et donc tout le monde lui dit, mais t'es pas logique en fait, pourquoi on va aller acheter des pierres auprès de toi alors qu'on peut se baisser en ramasser une? Et donc il explique, même pas forcément hyper convaincu lui-même, hein, que oui mais cette pierre elle est choisie, elle a des caractéristiques différentes, mais c'est nul. C'est des trucs qui vont pas fonctionner, et en fait on suit comme ça son acharnement à aller dans des projets qui sont mais tellement pas viables, et en fait c'est presque douloureux de suivre ce mec là parce qu'il foire tout quoi. Il foire sa vie familiale, il foire sa vie de père. Moi je me souviens d'une planche où en fait sa femme et son fils le croisent dans la rue et en fait ils font comme s'ils le connaissaient pas quoi. Et je trouve que ça montre un petit peu les dérives d'un truc un peu obsessionnel, comment on peut se perdre, et en même temps ça montre aussi cette espèce d'acharnement à s'illustrer dans quelque chose, à chercher à se démarquer.
Et en même temps, je comprends parce que moi, je l'ai vu en fait avec quelqu'un. C'est assez déchirant de voir parfois comment les gens ne mettent pas l'énergie nécessaire pour aboutir à un projet. Et parfois, c'est douloureux, ouais, c'est presque douloureux, je trouve. Je sais pas ce qui fonctionne pas. Je sais qu'il y a un livre de développement personnel qui a été un best-seller aux États-Unis qui reprenait les habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc on prend, je pense, des exemples de gens qui ont fait des success stories et tout ça. Et là, c'est un peu tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Et je sais pas en quoi, en fait ça questionne beaucoup de choses, il y a toute une partie de psychologie et il y a en fait il y a plein de choses qui s'affrontent. D'un côté j'avais beaucoup de sympathie pour sa famille parce que je comprenais ce que c'est de voir quelqu'un se perdre dans des projets farfelus où on sait qu'il fera pas du tout ce qu'il faut pour mener le projet à bien. Et en même temps je comprenais cet homme qui se prenait de passion du jour au lendemain, qui s'entêtait dans quelque chose et qui voulait aller au bout. Alors effectivement il prend pas les bonnes choses pour aller au bout. Mais je trouvais que c'était un peu la psychologie de l'obstacle, c'était difficile, ça fait un peu mal de le voir comme ça. Ouais. Je saurais pas trop quoi vous dire, mais en tout cas j'avais trouvé ce manga hyper intéressant, hyper captivant. Un peu dérangeant aussi, parce qu'on a envie de rentrer dans les pages, de faire quelque chose, quoi, soit de lui coller des baffes, à sa famille aussi pour certaines réactions. Mais en même temps, c'est un truc qui me questionne beaucoup, en fait. J'arrive pas à savoir ce que je ressens, j'arrive pas trop à le comprendre et je sais que c'est quelque chose que je vais relire parce que je le trouve assez marquant, en fait, cette espèce d'illustration de l'échec comme ça. Pas forcément de l'échec, mais du fait que... ouais, c'est un peu je trouve qu'il y a toujours un obstacle à quelque chose. Alors d'où vient-il? On sait pas. Mais c'est hyper intéressant et les planches sont très belles. C'est que du noir et blanc. Et ouais. Oh! Il y a quelque chose qui vient de tomber. C'est pas mon écriture, c'est curieux. Alors autant quand je trouve des trucs chez Emmaüs, bon je suis contente, je suis pas surprise. Mais alors là je me demande ce que c'est. Bon, à creuser. Hein. Enfin bref, voilà, c'est un super manga. Je trouve que c'est un beau cadeau à offrir et ça questionne, ça se relit, ça se garde et ça s'analyse. Et si je sais compter, je crois qu'on est arrivé à 5. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains titres vous ont intéressé, captivé, que ça vous intrigue, que ça va rejoindre votre pile à lire ou votre wishlist en tout cas. Ou si vous avez déjà lu certains de ces ouvrages et que vous partagez ou pas mon avis. Je serais curieuse de savoir, dites-moi en commentaire quels sont les titres qui vous intriguent. Franchement, je les vois pas souvent passer ces BD. Donc j'espère que ça vous plaira de voir des ouvrages voilà, un petit peu moins connus. Sur les comptes Booktube, Bookstagram. N'hésitez pas à me dire, à me laisser un petit mot et me dire si ce genre de format avec des vieux titres vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui parlent des actualités, des sorties littéraires, etc. Moi, je suis toujours un peu en marge de tout ça. Je suis toujours en retard sur tout. Donc, j'espère que ça vous plaît quand même, mes petites vieilleries ressorties de ma bibliothèque un peu poussiéreuse. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, à me laisser un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager sur les réseaux sociaux si ça vous plaît. Et merci en tout cas pour votre présence, comme toujours, tout le temps auprès de moi. Ça me fait trop plaisir de voir que vous êtes toujours de plus en plus nombreux et toujours présents, à pas vous lasser de mon contenu et à pas vous lasser du fait que des fois je suis pas trop là parce que j'ai trop de travail et c'est trop chiant. Franchement, si je pouvais ne faire que ça, je serais hyper heureuse. Donc merci pour votre soutien, merci pour votre présence. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite.